Que signifie et que vaut la dernière condamnation en date du grand voyou Nicolas Sarkozy de Nagui Bokcha? Qu'est-ce que cela vaut? Qu'est-ce que cela signifie en France? Et qu'est-ce que cela signifie, qu'est-ce que cela vaut pour les Africains? Je voudrais toucher un mot de la condamnation à 3 ans de prison, dont 1 année ferme, qui a été prononcée avant-hier à Paris contre l'ancien président français Nicolas Sarkozy de Nagui Bokcha, le franco-hongrois, qui a donc été consacré par la justice française comme étant un grand voyou. Ce qui était une évidence pour les Africains depuis très longtemps est enfin devenu une évidence judiciaire en France. Je voudrais profiter de ces quelques minutes pour vous dire ce que j'en pense de la condamnation de M. Nicolas Sarkozy. Je vous salue, amis d'Afrique, amis d'Amérique, amis d'Europe, amis d'Asie, je vous salue. Quelques minutes consacrées à réagir à chaud sur la condamnation qui frappe le grand voyou franco-hongrois Nicolas Sarkozy de Nagui Bokcha. Il faut qu'on en parle. Parce qu'il y a des choses qui pourraient échapper à certains d'entre nous. Je vous salue. Partagez ce direct. Nous serons très synthétiques. Sur le fonds de commerce triangulaire de Bingui Djadjimi, route. Bonjour à tous, Baramengi, salam alaikum. Je vous salue, amis du monde entier. You are welcome. Salut Aristophane Pengue Nalimo, l'homme de Bangui. Pierre Tegan, je vous salue. Je vous salue Daouda Doumbia. Salut à toi, mon frère bien-aimé Nivakid. Que Dieu te réconforte. Voilà, chers amis, j'ai voulu vous toucher quelques mots de la condamnation dont on fait grand bruit actuellement en France. Condamnation qui vient d'être infligée par le tribunal judiciaire de Paris contre M. Nicolas Sarkozy de Nagui Bokcha, un franco-hongrois qui a semé beaucoup de troubles en France, en Afrique et dans le monde quand il était président de la République française. J'ai pris le temps d'observer les réactions qui ont accompagné, qui ont entouré et qui interprètent cette condamnation. D'abord, je voudrais rappeler que les faits pour lesquels M. Nicolas Sarkozy de Nagui Bokcha est condamné sont des faits de corruption. Il est accusé de corruption. Et vous savez que M. Nicolas Sarkozy de Nagui Bokcha est cité depuis plusieurs années dans de nombreuses affaires de corruption. Ce n'est d'ailleurs pas la seule affaire dans laquelle il se tirera d'affaire, probablement avec une condamnation. Les juges, après l'avoir investigué, ont conclu que M. Nicolas Sarkozy, son ancien avocat et un certain nombre de personnes
sont coupables de corruption et ont même tenté d'échapper à la justice en manipulant la vérité. Voilà ce que le tribunal a établi. Et le tribunal a donc prononcé sur cette base-là une condamnation. Que M. Nicolas Sarkozy soit corrompu, voilà une évidence partagée par le peuple français informé et partagée par tous les peuples africains qui ont une certaine connaissance du parcours de cet homme. Car ici en France, il a été régulièrement cité dans des histoires de corruption. Même celle-ci n'est même pas la première. Il avait été cité dans une affaire d'escroquerie contre une veuve milliardaire, propriétaire, je pense, du groupe L'Oréal. Il a été cité dans de nombreuses affaires scabreuses depuis plusieurs années dans ce pays. Que M. Nicolas Sarkozy soit de ceux qui estiment qu'un homme a réussi sa vie quand il est capable de s'acheter une montre Rolex, cela est connu en France. Son rapport à l'argent sale est connu. On ne découvre pas le Nicolas Sarkozy corrompu ou corrupteur. Il finit simplement par récolter ce qu'il a sémé depuis très longtemps dans ce pays. Mais quand on regarde le contenu de la condamnation, qu'est-ce qu'on découvre? On découvre que M. Sarkozy, qui est reconnu être donc corrupteur, corrompu, être de ceux qui manipulent la justice en utilisant l'argent et les relations, être de ceux qui ont voulu contourner le droit privé, public, pénal français. On découvre que, bon, M. Sarkozy, il lui est infligé 3 ans de prison assorti d'une peine d'une seule année ferme. Une seule année ferme. Et que M. Sarkozy a tout le luxe de ressortir du tribunal les mains libres. La première réaction qu'on a envie d'avoir, c'est de dire que la justice n'est pas encore pleine en France. La justice française n'est pas encore, ne nous a pas donné la preuve de son indépendance totale et de son indépendance complète. Je voudrais battre en brèche d'abord ici la réaction qui a consisté à dire « Ah oui, enfin, il y a une vraie justice en France ». Non, ce n'est pas encore la vraie justice. La vraie justice en France aura lieu lorsque toutes les personnes qui ont été condamnées en France pour des contraventions, des délits ou des crimes comparables à ceux de Nicolas Sarkozy seront exactement traités comme lui, il est traité. Je recommence. On me donnera la preuve que la justice française est vraiment indépendante lorsque tous ceux qui sont, comme Nicolas Sarkozy de Nagui Bokcha, qui est un citoyen, accusés de corruption, seront traités comme lui. Or, les prisons françaises, dans toutes les grandes villes de France, sont remplies de gens qui ont été accusés de corruption. Je me souviens du bruit, du très grand bruit qui a été fait pour arrêter, il y a quelques années, un avocat centrafricain, franco-centrafricain de la place de Paris, Dédé Vianney Mboé, qui a été pris à l'aéroport, menotté, jeté en prison pour affaires de corruption. Je connais des personnes qui sont en prison pour des affaires de corruption de moindre importance. Des personnes qui ont été en prison pour des affaires de corruption de moindre importance que celle de Nicolas Sarkozy. Donc j'invite déjà les Françaises et les Français à constater que ça ne va pas bien. La justice, le compte n'y est pas. On doit vérifier à partir de cet instant qu'il n'y a pas une seule personne en prison en France pour les mêmes infractions que Nicolas Sarkozy. Il n'y a pas une seule personne qui soit derrière les barreaux. S'il y a une seule personne sur cette terre de France derrière les barreaux pour délit ou infraction de corruption, s'il y a une seule personne en prison pour délit de corruption, ce n'est pas normal que Nicolas Sarkozy soit rentré chez lui. Ça, c'est ma première observation. Donc, je ne trouve pas que la peine soit juste. La peine serait juste s'il était traité, Nicolas Sarkozy, au même pied d'égalité avec tous les autres citoyens. Parce que ce n'est pas parce qu'il est ancien président de la République qu'il mériterait
de ne pas être sanctionné pour ses fautes. Puisque le principe de la justice, c'est un principe d'égalité. Et qui plus est, précisément parce que Nicolas Sarkozy est ancien président de la République, la justice doit être beaucoup plus ferme envers lui parce que lui, il a un plus grand devoir d'exemplarité que le citoyen lambda. Je rappelle que Nicolas Sarkozy, quand il était président, a dit ceci en 2005. Je cite, « Pour toutes les condamnations de justice, au-delà de 6 mois, on ne devrait pas faire de réaménagement de peine. » Je cite Nicolas Sarkozy. Le tweet est disponible sur ma page Facebook. Quand il était président de la République dans ce pays, il a dit que pour toute personne qui est condamnée pour délit de corruption et qui écope de plus de 6 mois, lui, Nicolas Sarkozy, est opposé à toute forme de réaménagement de peine. C'est-à-dire que cette personne, on ne va pas l'emprisonner chez elle, on ne va pas lui mettre un bracelet électronique. Non, cette personne doit aller en prison. Je constate que Nicolas Sarkozy, lui, il a été condamné à 3 mois donc de prison, avec 1 année ferme, c'est-à-dire au-delà de 6 mois. Lui, il a demandé et il a veillé dans ce pays que les personnes qui sont condamnées pour des peines de plus de 6 mois pour corruption aillent en prison, aillent vivre en prison. Mais lui, Nicolas Sarkozy, qui est pourtant un ancien président de la République et donc davantage averti de la loi que n'importe qui, est condamné pour corruption et rentre chez lui. Donc j'invite les Françaises et les Français à constater que notre justice dans cette République n'est pas encore libre. Elle n'est pas encore libre. Elle commence à frémir. Elle commence à frétiller. Mais le compte n'y est pas. Et c'est précisément parce que Nicolas Sarkozy est traité de cette façon que ses avocats se sont empressés. Les avocats se sont empressés d'interjeter appel, de faire appel de la décision. D'abord, le monsieur rentre chez lui, continue à vivre tranquillement chez lui, à se promener comme il veut. D'accord? Sa vie continue. Sa femme peut aller sur sa page Closer, etc., se protester contre la peine. Entre-temps, ses avocats interjettent appel et espèrent qu'on enlève même l'année ferme qui n'est pas encore appliquée. Vous voyez que ces avocats, quand ils interjettent appel, ce n'est pas pour que Nicolas Sarkozy ne soit pas condamné. Tout ce qu'ils souhaitent, c'est qu'on enlève même l'idée de peine ferme de prison. Ce qui va ainsi, d'une certaine façon, invalider dans le fond la condamnation dont il est l'objet. Donc c'est parce que Sarkozy n'est pas allé à la prison de la santé, c'est parce qu'il n'est pas allé à Fleury-Mérogis, c'est parce qu'il n'est pas allé dans une prison de haute sécurité déjà depuis avant-hier, que j'observe un troisième phénomène. Tous les médias qui sont tenus par les amis de Sarkozy, les hommes d'affaires français, qui détiennent TF1, qui détiennent LCI, qui détiennent CNews, tous les milliardaires français ont envoyé des petits gugus, des plaisantins, pour essayer de présenter cette condamnation comme étant une condamnation politique. Voilà l'autre chose que j'observe. Si vous regardez maintenant LCI, vous regardez CNews, vous regardez TF1, vous regardez un certain nombre de médias qui sont détenus par les amis de Sarkozy, c'est-à-dire les milliardaires de la place de France. Vous allez vous étonner du nombre d'individus qui sont envoyés là-bas pour essayer de présenter la condamnation de Sarkozy comme une tentative de liquidation politique. Ils ont mis en place un plan de communication pour essayer de marteler dans l'esprit des Français et du monde entier que Sarkozy est victime d'une cabale. Mais là, il y a un problème. Je ne suis pas d'accord. Sarkozy n'est pas victime d'une cabale politique. Pour la raison toute simple que Sarkozy est au pouvoir avec Macron. Macron et Sarkozy sont des alliés. D'ailleurs, je vous donne un autre exemple. La preuve que Sarkozy est au pouvoir avec Macron, c'est que le ministre de l'Intérieur de Sarkozy, de Macron, Darmanin, est un ancien ministre et un lieutenant fidèle de Nicolas Sarkozy. Vous savez ce que Darmanin a dit? Darmanin, qui est pourtant ministre de l'Intérieur, dès que Sarkozy a été condamné, il a fait une sortie pour rappeler qu'il reste fidèle, qu'il reste ami et qu'il reste reconnaissant. Sarkozy est un grand serviteur de l'État. Est-ce que vous vous rendez compte de la gravité d'une telle affaire? Un ministre de l'Intérieur, qui est supposé donc être le ministre, l'un des ministres régaliens qui sont chargés de faire respecter l'autorité de la loi. Darmanin, qui est ministre du gouvernement Macron, se lève et dit que lui, il renouvelle son amitié, sa fidélité, sa loyauté, son amour
à Nicolas Sarkozy. C'est-à-dire que Darmanin condamne la justice. Darmanin estime que la justice n'avait pas à condamner son ami Sarkozy. Et Darmanin est chargé de faire respecter la loi dans toutes les banlieues de France. Il est chargé de faire respecter la loi dans toutes les villes de France. Darmanin, en tant que ministre de l'Intérieur, est un ministre qui est à l'avant-garde de la lutte, qui est supposé être à l'avant-garde de la lutte contre la corruption. Et Darmanin sort pour défendre un homme politique corrompu. Un homme politique que la justice reconnaît comme corrompu. Et Darmanin est le ministre de Macron. Donc vous avez la preuve que Nicolas Sarkozy n'est pas victime d'une cabale politique. Parce que quand on n'est pas au pouvoir, on est souvent victime d'une cabale politique de la part du pouvoir. Dans le cas d'espèce, non. Sarkozy est au pouvoir. Et ce n'est pas la gauche qui, aujourd'hui, contrôle les institutions françaises. C'est la République en marche. Un parti allié à Nicolas Sarkozy. Puisque Sarkozy est l'allié de Macron. En réalité, c'est parce que Macron est au pouvoir, avec les Darmanins, que Sarkozy n'est pas allé en prison tout de suite. Parce que si c'était vraiment un gouvernement de gauche au pouvoir, il n'y aurait pas eu d'obstacle à ce qu'il soit menotté dès le tribunal et conduit à la prison. Pour commencer à vivre sa peine de prison ferme. Il n'y aurait pas eu d'obstacle. C'est bien parce que les amis de Sarkozy sont au pouvoir que Sarkozy est rentré chez lui. Donc je vous invite à ne pas vous laisser impressionner par la campagne de communication organisée par les amis milliardaires de Nicolas Sarkozy qui détiennent l'essentiel des grands médias de Paris. Pour le présenter comme une victime d'une cabale politique. Il n'est pas victime de cabale politique. Sarkozy est un voyou. C'est un bandit. C'est un grand bandit. Et ce qui lui arrive n'est rien à côté de ce qu'il mérite. Je recommence. Nicolas Sarkozy, quand on disait ça avant ici, les gens disaient grand prof, faut pas dire ça. Il peut te porter plainte, tu ne peux pas prouver. Vous avez vu? Vous avez vu que moi, quand je vous dis que quelqu'un est un grand bandit, c'est vrai. Je vous ai dit ici depuis très longtemps que Nicolas Sarkozy est un voyou de la pire espèce. C'est un bandit, c'est une crapule. Et je vous ai dit que Nicolas Sarkozy finirait par être brocardé par la justice. Et ce n'est que le début. La justice a commencé son processus d'indépendance. Ça, je suis d'accord. La justice française est en train de commencer son processus d'indépendance. Et ce processus d'indépendance est important pour nous, les Franco-Africains. Parce que c'est lorsque la justice française va devenir indépendante que les hommes politiques français corrompus seront en difficulté et que nous pourrons faire tomber tous les dictateurs de la France-Afrique. Je recommence. Il y a un lien entre la lutte pour l'indépendance de la justice en France et la lutte pour la chute des dictatures en Afrique. Il faut que vous compreniez cela. Il faut que tous les bandits de grand chemin qui sont au cœur de la classe politique française soient brocardés dans les tribunaux français. Vous avez vu Bolloré. Vous voyez Sarkozy. Mais Emmanuel Macron, dès qu'il descend de la présidence de la République, je suis sûr qu'il sera rejoint par des scandales. Le scandale de Bouygues à Abidjan avec Ouattara dans l'acquisition du marché du train d'Abidjan. Ce scandale, je suis sûr qu'il va rattraper Macron. Il y a beaucoup d'autres pays africains où il y a des scandales qui attendent que Macron quitte l'Élysée. Dès qu'il va quitter l'Élysée, les juges, des juges se lèveront pour les juger. Nous qui sommes citoyens français d'origine africaine, nous devons continuer à animer dans l'opinion française la prise de conscience de ces voyous. La prise de conscience de la présence de ces voyous qui tiennent la France en otage. La classe politique française en otage. Il faut que vous compreniez cela. Donc, quand on arrête un arabe, quand on arrête un noir pour corruption en France, il va en prison le même jour. Même quand ses avocats font appel. Oui. Quand on arrête un Africain d'origine, un Français d'origine africaine, un Français d'origine maghrébine, et qu'il est condamné pour haute corruption, comme c'est le cas de Sarkozy, il va en prison le même jour. Quand on arrête un homme politique français blanc pour haute corruption, il rentre chez lui. Et il organise sa défense médiatique. Il organise ses réseaux pour essayer d'échapper à la peine qui lui est tombée dessus, pour essayer de l'aménuiser. Et le monde entier se laisse parfois bluffer par l'image d'une justice française qui soudain
serait vraiment devenue libre. Une justice française qui soudain aurait été conquise par la volonté de faire le bien, la volonté d'aider, la volonté de servir. Oh erreur! Oh erreur! Nous n'y sommes pas encore. Ça ne fait que commencer. Les juges français commencent à se libérer de la classe politique corrompue de France. C'est un processus qui commence. Ça frappe Bolloré, ça frappe Sarkozy, ça frappera Macron, ça frappera tous les hommes politiques français qui se sont mêlés de voler l'argent africain avec les dictateurs africains. Ça va arriver. Nous devons continuer d'appuyer là où ça leur fait mal. Et pour cela, il nous faut être courageux. Il nous faut être déterminés. Parce que si nous ne sommes pas courageux et déterminés ici et en Afrique, ce processus va prendre plus de temps. C'est la mobilisation des citoyens qui éveille. Mais je reste encore sur le cas Sarkozy. Nicolas Sarkozy, son dossier africain est terrible. Nicolas Sarkozy a organisé des massacres en Afrique. Après Chirac, qui est responsable de massacres en Afrique, en Côte d'Ivoire, Nicolas Sarkozy est responsable de massacres en Afrique, entre autres en Côte d'Ivoire. Il est responsable de massacres en Libye. C'est Nicolas Sarkozy qui a tué Kadhafi. Parce qu'il ne voulait pas que Kadhafi témoigne personnellement de l'argent qu'il lui avait donné pour financer sa campagne présidentielle. Sarkozy est l'assassin de Kadhafi. C'est lui l'assassin de Kadhafi. C'est lui qui a tué Kadhafi. Il n'a pas tué Kadhafi pour instaurer la démocratie en Libye. Sarkozy n'est pas démocrate. Vous voyez, des individus comme Sarkozy, il a été président de la République. Et s'il n'a pas transformé la France en dictature, c'est uniquement parce que les institutions françaises ont une certaine consistance, une certaine résistance. Sinon, il aurait fait de la France une dictature. Nicolas Sarkozy, que vous voyez, n'est pas un démocrate. C'est un petit despote. Si Nicolas Sarkozy avait eu un pays comme le Cameroun ou la Côte d'Ivoire à diriger, il aurait dirigé ce pays comme Biya ou comme Ouattara dirige le Cameroun ou la Côte d'Ivoire. C'est un despote, c'est un homme brutal, c'est une brute, Sarkozy. C'est pour ça qu'on dit souvent que les institutions dans lesquelles les gens naissent jouent un certain rôle pour protéger le peuple contre ces personnes-là. Si Sarkozy était né dans un pays tropical, il serait un Biya bis, il serait un Déby bis, il serait un Ouattara bis. D'accord? C'est parce qu'il est né en République française et qu'il a trouvé des institutions protégeant quand même les citoyens d'une certaine brutalité. C'est pour ça qu'il n'a pas réussi à faire complètement de la France une dictature. Sinon, Sarkozy n'est pas démocrate. Il n'est pas républicain. C'est une crapule. C'est une crapule. Il serait camerounais, il serait un Biya. Il serait ouest-africain, il serait un Ouattara. Il serait un Gnassingbé fort. Il serait un Déby. Sarkozy, c'est la même espèce. C'est pour ça qu'ils vont ensemble. Les oiseaux de même plumage se promènent ensemble. Si Sarkozy est l'ambassadeur de Ouattara, le conseiller spécial de Ouattara, l'ami de Ouattara, c'est parce qu'ils partagent ensemble la passion du pouvoir absolu. Sauf qu'en France, ce pouvoir absolu ne peut pas se vivre aussi facilement qu'en Afrique francophone. En France, il y a une histoire institutionnelle qui date de la Révolution française et qui empêche des individus comme Sarkozy de capturer l'État. On n'a pas la même histoire du côté de l'Afrique francophone. C'est pour ça que des individus comme Biya, comme Déby, comme Bongo, comme Sassou, comme Gnassingbé, comme Macky Sall, comme Ouattara, etc. peuvent capturer des États. Parce qu'ils trouvent un désert institutionnel, une fragilité institutionnelle généralisée. D'accord? Sarkozy est un grand criminel africain. Quand les États africains se doteront enfin d'une cour, une véritable cour solide, plus solide que l'actuelle cour africaine de justice, il faudra que Sarkozy soit condamné. Il faut que les tribunaux de l'Afrique continentale, les futurs tribunaux continentaux africains gardent le dossier de Sarkozy et qu'il soit condamné. Sarkozy doit être l'objet de mandats d'arrêt des cours africaines de justice. En Afrique, nous devons rechercher Sarkozy et chercher à l'arrêter partout sur la terre où on peut l'attraper. Parce que Sarkozy a fait beaucoup de mal à l'Afrique. C'est lui qui a détruit la Libye. Et j'espère que vous savez qu'il a détruit la Libye dans le cadre d'un projet de déstabilisation du Sahel qui a été pensé par des élites corrompues de droite et de gauche et du centre français. Je recommence. Sarkozy est le destructeur de la Libye. Il n'a pas seulement détruit la Libye pour effacer les traces de son
de son deal avec Kadhafi. Il a aussi détruit la Libye dans le cadre d'un plan, d'une stratégie en théorie des dominos qui consistait, en cassant la Libye, à permettre aux voyous de l'État islamique de s'armer dans les soutes de la Libye et d'attaquer les pays du Sahel. Quand ils allaient attaquer les pays du Sahel, cela allait permettre à la France de justifier la recolonisation du Sahel, de justifier le retour de ses troupes au Mali, au Burkina, le retour de ses troupes au Tchad, le retour de ses troupes au nord Nigeria, le retour de ses troupes au Togo, le renforcement de ses troupes en Mauritanie, au Sénégal, partout. Bref, en réalité, il a été conçu de déstabiliser la Libye pour permettre à la puissance française de repositionner ses troupes autour de toutes les matières premières sahéliennes, les matières premières stratégiques. Maintenant, on sait que la France n'est pas au Mali par amour du peuple malien. Ce n'est pas vrai. Si la France aimait le peuple malien, elle ne l'aurait pas colonisé. Dès que quelqu'un te colonise, il ne t'aime pas. La France n'est pas au Tchad par amour du peuple tchadien. Ce n'est pas vrai. La France n'est nulle part comme puissance militaire en Afrique par amour d'un peuple. Car de toutes les façons, on ne colonise pas des peuples qu'on aime. L'acte colonial est un acte de haine. C'est un acte de barbarie. Quand on maintient le CFA, on maintient les bases militaires, on maintient la répression financière, on organise l'isolement diplomatique, on maintient la domination diplomatique. Ce ne sont pas des actes d'amour. Ce ne sont pas des actes d'amour. La présence militaire française en Afrique répond à un projet d'exploitation permanente des ressources de l'Afrique. Il faut que cela devienne, il faut qu'on enseigne ça, minimum à partir du niveau CM2. Tout enfant de CM2 doit savoir que la présence militaire française en Afrique n'est pas une présence morale. Ce n'est pas une présence démocratique, ce n'est pas une présence éthique. Ce n'est pas une présence de solidarité, de fraternité humaine. Il s'agit d'une présence de domination, d'exploitation économique, d'exploitation géopolitique, d'exploitation géostratégique, d'exploitation à l'échelle planétaire. C'est parce que l'élite politique française est assez fainéante sur le plan intellectuel. Elle est assez fainéante. Elle n'est pas capable de concevoir la puissance économique, la puissance géostratégique de la France sans l'exploitation gratuite de l'Afrique. Les Allemands ont fait leur révolution intellectuelle. Ils ont été capables de penser la puissance économique, la puissance politique, la puissance géopolitique allemande sans l'exploitation des anciennes colonies allemandes qui ont été perdues entre les deux guerres mondiales. La France n'a pas fait cette révolution intellectuelle. L'élite française de gauche, l'élite française de droite, l'élite française du centre ne s'est pas assise pour dire voilà, il nous faut repenser une puissance politique, une puissance économique, une puissance géopolitique de la France sans l'exploitation abusive de l'Afrique. Cela n'a pas encore été posé sur la table de l'élite politique française. Ils refusent d'y réfléchir. C'est ce que j'appelle l'angle mort de la pensée politique française. Et quand vous discutez avec les citoyens français d'un certain niveau intellectuel, vous vous rendrez compte que c'est toujours leur angle mort. Quand vous les amenez à réfléchir à cela, la discussion en général ne dure pas très longtemps. Aujourd'hui, en dehors de la famille politique qui tourne autour de la France insoumise, et encore que ce n'est pas le cas de l'ensemble des députés de la France insoumise, ce n'est même pas le cas de l'ensemble des élus de la France insoumise. En tout cas, au niveau de Jean-Luc Mélenchon et de tous ceux qui sont au plus sommet des responsabilités dans cette famille politique, il y a de la place pour une discussion portant sur cette question. Il y a une sensibilité à cette question, une conscience de cette question, qui se voit d'ailleurs dans leur prise de position quotidienne. On a encore une certaine conscience de cette question du côté du Parti communiste français. Bref, globalement, la gauche et l'extrême gauche française sont encore des lieux où on peut en discuter. Mais, dans l'écrasante majorité de la classe politique française, il n'y a pas de place dans l'esprit, dans le cerveau, pour imaginer une puissance politique française indépendamment du bradage des matières premières africaines et donc, par conséquent, de l'entretien de dictature à la tête des républiques d'Afrique francophone, notamment. Et voilà pourquoi nous devons nous battre pour créer un espace public d'expression au cœur de la France, obligeant les Français de toutes origines, les Français de toute sensibilité politique, à commencer à imaginer la France post-coloniale. C'est-à-dire la France sortant de sa dépendance envers les richesses de ses anciennes colonies. Mais pour cela, il faut amener les Français et les Françaises à imaginer un mode de vie nouveau, un mode de vie autre que celui qui essentiellement fonctionne et dépend de l'exploitation, du pillage, de la prédation de l'Afrique francophone. Bref, il faut amener les Français à faire leur révolution allemande. Les Allemands ont fait leur révolution.
Ils ont fait leur révolution intellectuelle à l'issue de la Deuxième Guerre mondiale. Ils se sont reconstruits sur le principe d'une puissance économique, d'une puissance industrielle qui est devenue la première d'Europe et qui est passée devant la France. Alors même qu'ils ont continué à payer un impôt de guerre, un tribut de guerre, des réparations de guerre à la France pour les 2 guerres mondiales. L'Allemagne a payé jusqu'en 2010. L'Allemagne payait encore la France pour tous les dégâts qu'elle a commis lors des 2 guerres. Mais l'Allemagne, qui a continué à payer un impôt de guerre, à payer des réparations à la France, l'Allemagne est passée première puissance économique de l'Europe. Pourquoi? Parce que les Allemands ont remis à plat leur projet national. Ils ont remis à plat le projet de leur puissance. Ils ont construit leur puissance sur une réforme en profondeur de leur économie et sur une politique de l'immigration spectaculaire. Les Allemands ont accepté d'intégrer dans leur population 4 à 5 millions de Turcs. Ce qui leur a permis, avec une population moyenne vieillissante, quand même de garantir le fonctionnement optimal de leurs usines, de leur industrie, de leur ingénierie, et donc ainsi d'anticiper sur la compétition de la mondialisation. En France, la classe politique continue à considérer qu'il faut que le pétrole du Congo, du Tchad, du Cameroun, le pétrole de Côte d'Ivoire, le pétrole de Centrafrique, que les richesses de tous ces pays d'Afrique francophone, anciennes colonies ou anciens territoires sous tutelle, continuent d'arriver gratuitement à l'industrie française. Ça, c'est leur point, c'est leur blocage, c'est leur inconscient. Et cet inconscient, c'était l'inconscient de négriers, parce que ce sont en réalité des gens qui ont constitué le capital des grandes villes françaises sur la vente des personnes noires. Ce sont des colons, ils ne se sont pas décolonisés, ils ne sont pas sortis du paradigme de la domination coloniale, ce sont des néocolons. Nous devons donc, nous qui sommes formateurs aussi de la conscience française, nous devons accélérer l'émergence d'élites politiques, d'élites intellectuelles françaises conscientes du travail de la décolonisation de la France. Oui, la France doit être décolonisée. La France doit être décolonisée. Je vous le dis, la France doit être décolonisée. C'est la décolonisation de la France qui doit se poursuivre en même temps que celle de l'Afrique. Les 2 décolonisations. Parce que, en fait, les Français ne sont pas libérés de leur dépendance envers l'Afrique. Tout comme l'Afrique francophone n'est pas libérée de la domination française. La France, la classe politique française, et même l'opinion française en général, n'a pas fait le travail d'apprendre à vivre sans l'exploitation de l'Afrique. Ils n'ont pas fait ce travail. Ils n'ont pas appris à vivre sans l'exploitation de l'Afrique. Ils n'ont pas appris à vivre sans le commerce triangulaire. Donc je conclus. Je conclus. Nicolas Sarkozy n'est qu'au commencement de ses douleurs. Comme le dirait le grand écrivain congolais Soni Laboutansi. Ce n'est que le commencement des douleurs de Nicolas Sarkozy. Nous lui souhaitons une succession de condamnations à n'en plus finir. Nous lui souhaitons de passer tout le restant de sa vie en prison. Nous en appelons à nos ancêtres, à nos mânes et à toutes les victimes de Nicolas Sarkozy, dans le monde visible et le monde invisible, de prier Dieu le Tout-Puissant, de nous donner l'énergie d'aider la justice française à se libérer et à sanctionner Sarkozy. Que Sarkozy soit condamné jusqu'au dernier jour de sa vie. Et que Sarkozy finisse sa vie en prison. Tel est l'espoir du franco-africain que je suis. Qu'il soit arrêté, emprisonné, jusqu'à sa mort. Voilà tout le bien que je lui souhaite. Pour moi, la condamnation de Nicolas Sarkozy n'est que le commencement. C'est rien. Tous ceux qui, comme Nicolas Sarkozy, dégoulinent de sang africain dans leurs mains, qu'ils soient condamnés. Deuxièmement, que naissent des tribunaux continentaux africains où Sarkozy et tous ses pareils seront condamnés. Il est temps que la justice africaine lance aussi ses mandats d'arrêt internationaux. Même si on ne peut pas encore les arrêter, qu'ils sachent qu'en Afrique, on ne veut plus les voir. Sarkozy doit être déclaré persona non grata dans tous les pays africains. Et il faut que
nous construisions des institutions judiciaires africaines qui condamnent les grands assassins d'Africains. Ça, c'est la deuxième chose. Troisièmement, Sarkozy n'est pas victime d'une cabale politique parce qu'il est au pouvoir. Ceux d'entre vous qui ne savaient pas que Sarkozy est au pouvoir, je vous ai donné l'exemple du soutien de Darmanin, ministre de l'Intérieur de Macron. Et je vous rappelle que Sarkozy est un conseiller d'Emmanuel Macron. Donc, ce n'est pas une cabale politique. Parce que Sarkozy est au pouvoir. C'est le commencement de la libération de la justice française. Un commencement timide. C'est la troisième chose qu'il faut retenir. Quatrièmement, nous en France et en Afrique devons procéder à la double décolonisation. Nous devons décoloniser les Français qui sont incapables d'imaginer une puissance française sans l'Afrique. Nous devons commencer à les préparer intellectuellement, argumentairement, psychologiquement à la France postcoloniale. Comme le dirait l'historien Jean-Achille Mbembe, nous devons aider la France et l'Afrique à sortir de la grande nuit collective. Sortir de la grande nuit, c'est notre travail. Voilà. Et je conclue là-dessus, Africains, ne vous laissez pas bluffer. Ce qui est arrivé à Sarkozy n'est rien à côté de ce qui doit lui arriver. La justice n'y est pas encore. C'est le début. C'est le commencement. Voilà pourquoi l'objectif de 2022, c'est d'empêcher que Sarkozy soit encore directement ou indirectement au pouvoir. L'objectif de 2022, ici en France, c'est TSM. 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 Tout sauf Macron. Tout sauf Macron. Tout sauf Macron. Je vous remercie. Allez, séparons-nous en écoutant Bingi Djadjimi. Merci à tous. C'était cela ma conversation. Merci.